À nos experts et chers followers abonnés sur notre chaîne, vous suivez la première émission des débats de l'Afrique en devenir. Pour rappel, les débats de l'Afrique en devenir s'inscrivent dans une vision nouvelle de l'Afrique portée par les réflexions stratégiques de ces jeunes experts locaux et ceux de la diaspora africaine. Les débats expriment aussi le besoin de la jeunesse africaine d'influer non seulement sur la maturation des opinions publiques, mais aussi sur les processus de prise de décision politique en Afrique. Les débats Afrique en devenir en ce jour, donc aujourd'hui, seront consacrés à l'actualité prégnante de la controverse entre l'OMS, Madagascar sur le Covid organique. Pour en discuter, nous avons en ligne Monsieur Prince Israël Koya. Monsieur Prince, bonjour. Bonjour, Chanvaline. Merci, bonjour. Vous êtes donc président d'Afrique en devenir, également docteur en sciences politiques, juriste et spécialiste des politiques publiques du développement. Également auteur de 2 articles très intéressants sur les problématiques liées à notre actualité de ce jour, donc le Covid-19. Le premier qui date du 6 avril dernier, qui s'est intitulé « Analyse critique des impacts socio-économiques et politiques tangibles ou potentiels de la propagation du Covid-19 en Afrique de l'Ouest ». Le second article qui nous concerne au plus haut point aujourd'hui est consacré à l'OMS, Madagascar et les enjeux du Covid organique. Alors, pour mener à bien ce débat très intéressant, nous avons rassemblé autour de nous des jeunes experts africains à qui je passerai la parole à tour de rôle pour se présenter. Ils auront également à intervenir tout au long de l'émission qui va se dérouler de manière succincte par des prises de parole respectives, une interaction entre les différents experts présents avec Monsieur Koya. Je serai en charge de la modération. Alors, très rapidement, je vais passer la parole à l'un des jeunes experts présents, Monsieur Jean Kofi. Bonjour. Oui, bonjour, Berline. Voilà, je vous laisse vous présenter en quelques mots votre statut actuel, votre résidence. D'accord. Bonjour, chers internautes. Je suis Monsieur Jean, étudiant-chercheur, doctorant en droit public, sciences politiques, option relations internationales, et je réside présentement à Rabat. Merci. Merci. Très gentil. Alors, je vais continuer avec les prises de parole avec Monsieur Jean-Paul Ajakon, un jeune expert qui est également avec nous ce matin. Monsieur Jean-Paul Ajakon, bonjour. Bonjour Chamberlain. Chers internautes, je suis Jean-Paul Ajakon, doctorant en droit international. Mes travaux sont axés sur les accords commerciaux entre l'Union européenne et les pays d'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, spécialiste des questions du droit et politique publique de développement. D'accord. Vous êtes doctorant dans quelle université, du coup? À l'Université de Paris. D'accord. Donc, vous résidez à Paris. Donc, je rappelle que M. Jean Kofi, lui, il réside au Maroc. Donc, il est donc doctorant à l'Université Mohamed V. Nous allons poursuivre avec un parcours différent des sciences politiques avec M. Kouadio Moïse. M. Kouadio, bonjour. Oui, bonjour Chamberlain. Alors, très heureuse de vous avoir avec nous, Monsieur Kouadio. Vous faites l'exception du groupe, j'allais dire. Donc, parlez-nous de votre profil, s'il vous plaît. Exactement. Je suis Moïse Kouadio, ingénieur informaticien. Je réside en France. Par ailleurs, expert en base de données au sein d'une entreprise à Paris. Et j'interviens en tant que spécialiste Oracle dans des sujets sur des bases de données critiques, dans tout ce qui est lié à leur gestion, à leur management, et également sur des sujets liés au cloud. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup et merci d'être avec nous. On sait que vous vous intéressez particulièrement aux questions qui concernent l'Afrique et sa jeunesse. Donc, je vais suivre cette présentation avec un retour de parole. Alors, je précise que nous sommes en ligne et que nous allons être rejoints au fur et à mesure par d'autres experts qui seront introduits au fil de la présentation. Donc, très rapidement, je vais repasser la parole à Monsieur Koya. Monsieur Koya, le débat sur le Covid organique du président Andry Rajoelina entre l'OMS et l'Afrique. Que se passe-t-il? Je vous remercie, Chamberlain, pour votre brillante présentation. En effet, apparu donc en décembre 2019 en Chine, dans la province du Hubei, précisément dans la ville de Wuhan, le Covid-19 s'est propagé
de manière très rapide à l'échelle du globe mondial, au point d'être qualifié donc en mars par l'OMS en termes de pandémie, d'une maladie qui s'étend donc sur l'ensemble de la surface du globe. Et en s'étendant, donc, le Covid-19 a fait beaucoup de victimes. Aujourd'hui, on dénombre plus de 300 000 morts dans le monde. En plus de ces 300 000 morts, on compte plus de 4 millions de personnes qui ont été infectées par le Covid-19. Et bien que l'Afrique soit un continent aujourd'hui épargné relativement par le Covid-19, on y dénombre quand même un nombre de morts estimé à environ 2500 morts aujourd'hui, sur près de 68 000 personnes qui ont été infectées du Covid-19. Donc, c'est aujourd'hui une pandémie qui sévit aussi aujourd'hui en Afrique. Et pour répondre justement, afin de lutter à la propagation à la vitesse de la lumière donc de ce Covid-19, tous les continents se sont engagés justement dans la recherche médicale afin non seulement de la juguler, mais aussi de la guérir totalement. L'Afrique n'est pas restée en marge, en dépit donc des moyens financiers et techniques dont elle ne dispose pas. Certains pays d'Afrique ont par exemple opté pour l'adoption des résultats de recherche obtenus ailleurs. Ça a été le cas du Sénégal, qui a opté pour l'administration de l'hydroxychloroquine, qui est un antipaludéen, ajouté à l'azithromycine, qui est un antibiotique, pour trouver son remède à lui, un remède circonstanciel du Covid-19. D'autres pays africains, en revanche, comme le Bénin et Madagascar, ont opté justement pour pharmacologie, c'est-à-dire un traitement contre le Covid-19 à base de plantes médicinales. Au Bénin, on a eu les travaux du professeur Valentin Agon, qui a développé la pivirine et dont les essais cliniques sont en cours. Mais c'est surtout aujourd'hui le Covid Organics, sorti des laboratoires de l'Institut malgache de recherche appliquée, IMRA, qui défraie aujourd'hui la chronique. L'Institut le présente comme un médicament à base de plantes et dont les protocoles d'homologation sont spécifiques aux médicaments à base de plantes, tandis que l'OMS, les Nations Unies, l'Union africaine et beaucoup de pays développés fustigent ce médicament en justement l'accusant de ne pas avoir respecté tout le protocole lié donc aux conventions internationales sur l'efficacité de l'innocuité du médicament. Donc devant ce contexte tendu, partagé selon qu'on est en faveur ou non du Covid Organics, nous avons décidé quand même d'apporter une certaine lumière scientifique, objective sur la question, en analysant la question de l'OMS, Madagascar et le Covid Organics. Donc, pour ce faire, nous avons décidé de nous poser les questions, de savoir, par exemple, que reproche-t-on au Covid Organics? Que reproche exactement l'OMS, les pays africains et les détracteurs du Covid Organics? Le Covid Organics a-t-il respecté les règles internationales en vigueur sur la fabrication des médicaments traditionnels? Et après avoir répondu à sa question, nous allons aussi chercher à savoir quels sont les enjeux profonds, politiques, socio-économiques et géopolitiques que revêt cette question du Covid Organics. Tel est aujourd'hui de l'article que nous avons écrit et que nous souhaitons débattre justement avec nos experts et nos chers followers. Merci beaucoup pour cette brève présentation. Donc, on va rapidement rentrer dans le sujet. Donc, je vais vous poser une question rapide, spontanée comme ça. Le Covid organique a-t-il été interdit par l'OMS en Afrique? Pour vous répondre aussi dignement comme vous l'avez fait, le Covid organique n'a été interdit par l'OMS. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le Covid n'a pas été interdit. Cependant, l'OMS a émis des réserves. L'OMS a mis des réserves que je vais vous présenter au fur et à mesure de l'émission sur la rigueur des essais cliniques, sur l'innocuité, c'est-à-dire la non-toxicité, et sur l'efficacité du médicament. Mais l'OMS a émis des réserves. Elle n'a pas interdit parce qu'elle n'a pas le pouvoir d'interdire la fabrication du médicament. Tout à fait. Alors, je vous remercie. On va donc poursuivre sur que reproche-t-on au Covid organique, concrètement? OK. Concrètement, je ne suis pas médecin ni pharmacien, mais traiter les questions du Covid organique requerait que nous allions donc fouiller dans les questions des conventions internationales qui justement régulent la fabrication des médicaments qu'on appelle des médicaments conventionnels, d'une part, et ceux qu'on appelle des médicaments traditionnels. Donc, selon qu'on est en face d'un médicament traditionnel ou d'un médicament conventionnel, il y a un protocole du contrôle d'efficacité et d'innocuité qui s'applique. D'accord. Ce que le président a semblé, par exemple, lors de son interview le 11 mai sur France 24, a semblé reprocher aux grandes puissances, à l'Union africaine et à la CEDEAO, c'est qu'ils ont confondu justement
selon que son médicament n'était pas un médicament conventionnel et ils l'ont considéré comme un médicament conventionnel et ils ont voulu lui appliquer des contrôles qu'on n'applique pas à un médicament traditionnel. Et donc lui, selon lui, étant un médicament traditionnel, le Covid Organics a respecté toutes les mesures visant à vérifier l'innocuité et l'efficacité. Et donc le vrai problème que nous avons effectivement cherché à analyser, c'est de savoir que disent les textes à la lumière des prétentions des deux parties. D'accord. Et alors, je vais vous laisser nous en dire plus sur ce que disent les textes. Le Covid organique, c'est contre quoi? C'est contre le Covid-19. Alors, pensez-vous que ce soit aujourd'hui une thématique prioritaire pour l'Afrique, quand on sait également que l'Afrique a été, on va dire, moyennement touchée par la pandémie, contrairement à ce qu'on pensait? Aujourd'hui, on analyse les procédures, les processus que vous allez nous présenter, mais d'un point de vue très personnel. Pensez-vous que l'urgence soit africaine en termes de traitement de Covid-19? Oui, le Covid-19 étant une pandémie globale, donc s'adressant au monde entier, et l'Afrique faisant partie donc du monde entier, l'Afrique est forcément concernée. Et cette question concerne un peu les enjeux du Covid Organics, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Si l'Afrique s'investit dans la recherche du Covid Organics, c'est parce qu'elle doit répondre aussi aux défis géopolitiques, aux défis socio-économiques et aux défis politiques qui est lancé. Donc oui, sans rentrer dans le fond des enjeux, l'Afrique doit s'engager dans la recherche contre le Covid-19 et c'est un thème aujourd'hui qui semble être prioritaire pour les chercheurs et pour les gouvernements africains. D'accord, tout à fait, merci. Parlez-nous des procédures et processus de l'IMRA en matière d'élaboration du Covid organique. OK. Donc, on distingue généralement, l'industrie pharmaceutique distingue généralement deux sortes de médicaments, comme je le disais tout à l'heure. Nous avons des médicaments qu'on appelle des médicaments fabriqués à base de plantes et des médicaments qu'on appelle couramment médicaments conventionnels. La différence se situe au niveau de la composition de leur principe actif. Un médicament traditionnel obtient son principe actif du mélange de plantes et de feuilles et le principe actif reste naturel. C'est-à-dire, par exemple, vous faites bouillir une décoction de feuilles, le liquide que vous obtenez n'étant pas chimique, son principe actif est forcément naturel, donc il découle des plantes. Et de ce fait, c'est un médicament traditionnel. Mais quand vous faites un médicament fabriqué à base de principes actifs chimiquement obtenus, comme les comprimés, les médicaments, on sort du cadre de la médecine traditionnelle et on va dans le cadre de la médecine moderne ou médicaments conventionnels. C'est cette distinction qu'il faut chercher à faire. Et selon que le médicament est traditionnel ou conventionnel, il y a donc des protocoles sur la vérification de leur innocuité, c'est-à-dire de leur non-dangerosité, et d'autre part de leur efficacité. Il faut s'assurer que ces médicaments respectent ces deux étapes pour être admis enfin sur le marché, pour obtenir ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, en abrégé AMM. Voilà. Et donc, dans le cas du Covid organique, est-ce que le processus a été respecté d'après vos recherches? Dans le cas du Covid organique, si le Covid, nous avons émis des hypothèses. Nous avons émis des hypothèses parce que d'après les textes nous disent que si le médicament est traditionnel, il faut alors voir est-ce qu'il respecte les tests d'innocuité. Et pour respecter les tests d'innocuité, on demande à ce qu'il y ait une recherche déjà bibliographique et coutumière sur l'usage de ce médicament. On estime que si ce médicament est traditionnel, alors il est utilisé depuis 100, 200, 300 ans, voire de millénaires. Ce qui veut dire qu'il y a une utilisation constante de ce médicament et de ce fait, sa toxicité, sa non-toxicité est déjà reconnue. Donc déjà, il faut connaître la réputation de la plante que l'on utilise. Ça, c'est un. Une fois que cette plante jouit d'une réputation excellente de non-toxicité, on va désormais demander aux fabricants justement qui utilisent la plante de procéder à ce qu'on appelle des tests de non-toxicité sur des animaux. Parce que non seulement ces tests répondent à une exigence scientifique, mais à une exigence sociétale. Sociétale parce que la plante qui est consommée comme médicament au Cameroun ne sera pas forcément acceptée comme médicament en France, parce que les plantes sont aussi liées aux questions culturelles. De la même manière, la plante qui est utilisée en Chine ne sera pas admise comme un médicament soignant en Côte d'Ivoire. Donc, il faut faire ces tests pour prouver à d'autres peuples que ces plantes sont non toxiques, non seulement, mais il faut faire ces tests pour prouver qu'elles ne tuent pas. Et donc, on admet que ces tests se fassent sur des rats et des souris. Donc, en appliquant cette convention au Covid Organics de Madagascar, cette règle a été respectée.
si on suppose que le Covid Organix est un médicament traditionnel. Parce que là aussi, il y a une controverse sur le Covid Organix. On sait qu'il est composé à 62% d'artémisia et les 1 tiers qui restent sont composés de plantes, mais on ne sait pas de quelle plante. Okay. Donc, il y a une controverse. On peut, si on fait confiance à l'IMRA et de dire que c'est un médicament traditionnel parce qu'il est composé à 100% de plantes, alors dans ce cas, l'IMRA a respecté les textes de toxicité parce qu'ils ont utilisé l'artémisia que nous connaissons, qui est un médicament reconnu comme non toxique, d'une part, première règle, et deuxième règle, ils ont justement respecté les tests de toxicité sur des rats et des souris. Donc, au niveau de la toxicité, ça a été respecté. Maintenant, qu'en est-il donc de l'efficacité? C'est une autre question. Si le médicament est traditionnel, comme on dit, au niveau de l'efficacité, il y a d'autres conditions qu'il faut observer. L'une des principales conditions pour un médicament traditionnel peut être l'observation clinique, qui est différente des essais cliniques. Pour un médicament traditionnel, on n'est pas obligé d'essayer le médicament sur un échantillon d'hommes, de 200, de 300, de 1000 personnes avant de le vendre. On peut directement l'administrer à des malades et commencer à constater si le médicament opère une opération ou est-ce qu'il opère une guérison. Si par constatation, il se voit que ce médicament est efficace, dans le cas du médicament traditionnel, on estime que de ce fait, il est efficace. Mais dans le cas d'un médicament conventionnel, c'est-à-dire dont les principes actifs sont chimiquement définis, le protocole est beaucoup plus différent et beaucoup plus rigoureux. Okay. Dans ce cas, après les tests d'innocuité, avant de passer à la mise en vente sur le marché d'un médicament moderne, conventionnel, là, il faut vraiment tester le médicament sur des personnes humaines, sur un échantillon de personnes qu'il faut assurer parce que leur vie est potentiellement en danger. Et après ce processus, mettre ce médicament donc sur le marché. Donc, selon qu'on est en face d'un médicament traditionnel ou d'un médicament moderne ou conventionnel, il y a une différence dans les protocoles à adopter. Et suivant donc ces protocoles, si le Covid Organix est un médicament traditionnel, alors il a respecté les mesures de contrôle d'innocuité et d'efficacité. Seulement s'il est vraiment un médicament traditionnel. Voilà. D'accord, ok. Et ça sera la dernière question avant qu'on passe la parole à nos experts. Pensez-vous aujourd'hui que la vision africaine sur le traitement Covid organique soit efficace, prometteuse? Quelle est la vision globale aujourd'hui du continent africain? Comment par rapport aux interventions de l'OMS, justement, suite à ce traitement? Aujourd'hui, donc, c'est un peu, donc, on est encore rentré dans les enjeux donc, géopolitiques, comment l'Afrique le perçoit ou pas, mais je vais déjà me prononcer seulement sur comment l'Afrique perçoit déjà le Covid Organix. Il y a deux Afriques. Il y a l'Afrique des panafricanistes, des fils de l'Afrique, des anciens colonisés, des anciens esclaves, qui, au nom de la dignité et de la fierté africaine, supportent de façon farouche le Covid Organix. Et ils ont toutes les raisons de le faire. Il y en a d'autres qui ne sont pas forcément des ennemis du panafricaniste, qui sont généralement symbolisés par la CEDEAO et l'UA, et même l'Afrique du Sud, voisin de Madagascar, qui ont émis des réserves. Le vrai problème aujourd'hui n'est pas que certains n'ont pas soutenu. Il y a certains Africains qui ont reçu des lots de Covid Organix. Il y a une vraie controverse, un malentendu sur le fait que l'OMS voudrait que Madagascar applique des protocoles rigoureux qu'on applique aux médicaments conventionnels, que ce protocole de médicaments conventionnels soit appliqué au protocole des médicaments traditionnels. Et c'est là qu'il y a un problème. Et je l'ai spécifié tout à l'heure, j'ai dit, au regard des règles internationales, si le Covid Organix est un médicament 100% naturel, sans principe actif chimique ajouté, Madagascar a respecté de bout en bout le processus de vérification d'innocuité et d'efficacité, dont j'ai énuméré les règles et sur lesquelles je pourrais encore revenir tout à l'heure. Mais si le Covid Organix n'est pas un médicament traditionnel et qu'il est un médicament moderne, conventionnel, c'est-à-dire avec des principes chimiques ajoutés, la règle d'efficacité et d'innocuité n'a pas été totalement respectée. Voilà la position. Et donc, l'OMS semble dire à Madagascar que Madagascar n'a pas respecté un protocole qui, en principe, s'applique aux médicaments modernes. Voilà, c'est ça le vrai problème. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour continuer dans les débats, dans les échanges, je vais rapidement faire intervenir un expert, M. Jean Kofi. Je vais donc vous passer la parole. Dites-nous si vous avez des questions, des remarques, des observations sur la question du débat entre Madagascar et l'OMS.
D'accord, je vous remercie. Je remercie Dr Prince pour cette brillante intervention qui justement oppose l'Organisation mondiale de la santé et Madagascar. En fait, en dépit de toutes les appréhensions qu'on pourrait avoir à l'égard de l'OMS, il faut tout de même reconnaître que cette organisation reconnaît que la médecine traditionnelle, complémentaire et alternative recèle de nombreux bienfaits. D'ailleurs, l'Afrique a longtemps justement émergé dans cette vision traditionnaliste. Cependant, l'approche de l'OMS est très importante dans la mesure où les gouvernements africains, par l'intermédiaire de leur ministère de la Santé, ont adopté unanimement au cours de la 50e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique tenue en 2000, une résolution sur la médecine traditionnelle dans laquelle les États membres étaient invités à générer des données factuelles sur la sécurité, l'efficacité et la qualité de la médecine, comment dirais-je, traditionnelle. Et tous ces pays étaient tout à fait d'accord. Donc tout à l'heure, effectivement, Dr Prince a évoqué l'aspect selon lequel Madagascar aurait pu respecter toutes les mesures, les normes internationales s'il s'avérait que c'était un médicament à 100% traditionnel s'il n'y avait pas d'inflexion, de modification, d'ajout à composantes chimiques. D'accord? Sauf qu'au regard de cette 50e de cette réunion qu'il y a eu en 2000, notamment des différents ministères de la Santé, qu'il y ait un principe actif ou pas, toute médicamentation ou tout médicament, tout apport traditionnel devait être soumis justement à des études plus approfondies quant à la sécurité de ce médicament en question. Et donc là, pour ma part, je crois qu'on pourrait dénigrer l'Organisation mondiale du commerce, comme l'a fait Donald Trump. Voilà, comme Organisation mondiale, pardon, de la santé, comme l'a fait Donald Trump en se retirant, en suspendant l'aide qu'il apportait, que les États-Unis apportaient à cette organisation. Il faut tout de même prendre en considération tous les avis, du moins, de cette organisation, parce qu'il est question d'un sujet assez important, assez pertinent. Donc, moi, ce que j'aimerais d'abord comprendre, d'abord, la question que j'aimerais poser au Dr Prince, qui d'ailleurs a été si précis, effectivement, il a évoqué un aspect très important. Le président malgache, Andry Rajoelina, si je pense bien, s'était exprimé sur RFI et sur France 24 le lundi 11. Et il a dit que le problème, toutes les appréhensions, toutes ces agitations sont du fait que le remède en question émane de l'Afrique. D'accord? C'est dit que si c'était un pays occidental, l'Amérique, les États-Unis, la France, la Russie qui avait découvert ce remède, est-ce qu'il y aurait eu toutes ces agitations? Qu'est-ce que vous pensez de cela, Monsieur Dr Prince? Alors, Monsieur Koya, donc, d'après vous, pensez-vous que le problème soit l'origine africaine du traitement COVID organique, ou alors vous pensez que ça reste un débat sur le respect des procédures de conception et de réalisation du médicament? Répondre à cette question nécessite une réponse duale. Premièrement, oui. Sans chercher à être chauvin, oui. Pourquoi? Parce que l'Afrique n'a pas contribué aujourd'hui dans nos pharmacies, partout où on voit. L'Afrique a beaucoup plus accepté les médicaments internationaux qu'il y a eu de laboratoires. Donc, par expérience, l'Afrique n'a pas assez fabriqué. La preuve, nous n'avons pas assez même de laboratoires de fabrication au plan local en Afrique. Donc, pas dans l'imaginaire populaire occidental, l'Afrique est incapable de produire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec une pandémie par rapport à laquelle les pays occidentaux ont mobilisé tous les moyens possibles, l'Afrique, avec ses petits moyens dont il dispose, arrive à proposer un médicament sur la scène internationale. Ça suscite quelque part l'étonnement de la part donc, de nos amis l'OMS, l'Occident et ainsi de suite. Donc, ça suscite un certain étonnement. On se dit, mais s'ils n'ont pas l'habitude de fabriquer des médicaments, comment se fait-il que dans cette période cruciale, ils arrivent à en faire? Donc, il y a un certain soupçon, c'est une présomption d'incompétence qui pèse sur les Africains. Merci pour votre intervention, Monsieur Jean Kofi. Alors, Monsieur Koya, je reviens vers vous suite à la question de Monsieur Jean Kofi. En un mot, comme on mit là, il veut savoir si le débat autour du COVID organique est lié à ce que ce médicament ait été trouvé en Afrique par un Africain dans un pays africain. Est-ce le problème du COVID organique? Comme je vous le disais, répondre à cette question nécessite justement à l'appréhender sous deux approches. L'une géopolitique, effectivement,
C'est un rapport de puissance sur la scène internationale qui nécessite que les États défendent leurs agents économiques, notamment leurs agents économiques pharmaceutiques. Et donc, l'Afrique ou Madagascar défend l'IMRA, tandis que des pays occidentaux seraient tentés de défendre les grands fabricants pharmaceutiques. C'est de bonne guerre, donc c'est une guerre géopolitique. C'est possible, c'est une possibilité. D'autant plus que l'Afrique n'a pas toujours alimenté les pharmacies du monde par nos propres fabrications. Et donc, finalement, il y a toujours eu cette présomption d'incompétence, d'incapacité que l'étranger a fait peser sur l'Afrique et qui joue aujourd'hui sur nous. Donc, on se dit, mais là où les grands laboratoires n'ont pas réussi à trouver un remède efficace contre le Covid-19, comment ça se peut que ce soit les Africains qui y parviennent? Donc, c'est une question légitime qu'on ne peut pas éluder, qui se pose dans l'imagerie populaire mondiale. Donc, c'est une première réponse à ce que M. Jean Kofi a demandé. Deuxièmement, il ne faut pas toujours aussi voir cette question comme ça, parce que la traiter de cette façon signifie que nous-mêmes ne nous remettons pas en cause, estimons que tout ce que nous faisons est parfait. Alors, tout ce que l'Afrique fait n'est pas parfait. Avant la crise du Covid organique et du Covid-19, combien de pays africains ont-ils soutenu l'industrialisation de la fabrication, de la fabrication des produits traditionnels africains? Combien? Il faut qu'on me le dise. On a des tradipatriciens qui sont ostracisés des autorisations en Afrique. On a des praticiens qui sont délaissés par les subventions publiques. C'est de vraies politiques qu'il faut mener en temps de paix. Et il ne faut pas attendre le temps de guerre, autant pour moi, pour commencer à boire du Covid organique et à se manifester de manière exubérante sous prétexte qu'on aime l'Afrique. Il faut commencer à joindre les actes aux paroles et soutenir nos fabricants locaux. Donc, dans ce sens, je trouve que oui, c'est une guerre de l'étranger contre l'Afrique, contre Madagascar, mais je n'appréhende pas cela totalement. Je pense aussi que c'est un moyen par lequel, au sorti de cette crise, l'Afrique devra construire ses fondamentaux pharmaceutiques sur la base de ses connaissances intrinsèques pour faire émerger enfin à la fin de cette crise une vraie industrie pharmaceutique fondée sur des savoirs ancestraux et sur la médecine traditionnelle, et cela s'impose. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Koya. Donc, on va poursuivre ces échanges avec un autre expert, Monsieur Jean-Paul Ajakon. Merci d'être avec nous. On va vous donner la parole. J'imagine que vous avez quelques observations suite à cette intervention de Monsieur Koya. Comment vous positionnez-vous par rapport au débat, Monsieur Ajakon? Le 6 mai, l'Institut Pasteur de Madagascar a transmis à la présidente malgache des tests attestant 67 nouveaux cas de contamination, chose que la présidente malgache a estimé un peu trop élevée. Et après une contre-expertise demandée par la présidente malgache, il s'est avéré qu'au lieu de 67 cas, c'est seulement 5 nouveaux cas qui ont été détectés. Donc, de 67 cas à 5 cas, l'écart est vraiment très grand. Donc, la question que je suis amené à poser à Dr Koya, est-ce que l'Institut Pasteur de Madagascar serait amené à travailler dans l'optique de saboter le travail que le président malgache est en train de mener dans cette lutte contre le coronavirus? OK. Pour répondre directement à la question de M. Ajakon, donc il faut faire une distinction selon que là, on n'est pas dans la polémique du Covid organique. On est dans une polémique beaucoup plus générale sur les résultats faussés de la prévention du Covid organique. Et donc, ce n'est pas seulement spécifique à Madagascar. On a accusé la Chine d'avoir faussé ses chiffres de contamination et beaucoup de pays. Donc, pour ne pas ternir leur image sur la scène géopolitique et politique internationale, certains pays ont eu tendance à minimiser les cas de Covid-19 qui sont survenus sur leur territoire. Et donc, cette polémique-là, en réalité, sans rentrer dans les chiffres, se situe au niveau de est-ce que le nombre de contaminés à Madagascar est le nombre exact donné par les autorités malgaches. Pour prouver leur bonne foi sur le fait qu'elles ne mentent pas sur la déclaration des chiffres de personnes contaminées à Madagascar, les autorités malgaches ont demandé des expertises privées, comme celle de l'Institut Pasteur, qui n'est pas un institut public. Donc, c'est le Madagascar qui a demandé cette expertise. Mais il savait que sur les premiers résultats, l'Institut Pasteur a commis quelques erreurs. Et donc, finalement, Madagascar a demandé qu'il y ait donc une dualité d'expertise. Elle va additionner à l'Institut Pasteur un autre cabinet d'expertise, de sorte à ce que les résultats soient maintenant tamisés et qu'on ait de vrais résultats, qu'à l'avenir, il n'y ait pas justement de polémique sur un nombre de
contaminés qui auraient été sous-estimés ou pas. Donc, c'est surtout ça la polémique. Parce que l'enjeu, vous le savez, plus un pays n'a pas de personnes malades, plus on estime que ces politiques sanitaires ont été adéquates, ont été bonnes. Donc, l'enjeu pour les États, c'est de déclarer un nombre de malades qui est très peu pour prouver en réalité qu'on a bien géré ces malades. Dans le cas de Madagascar, par exemple, il y a très peu de cas. Au 11 mai, on était environ à 160 cas pour 108 guéris environ. Et il n'y a pas de mort. Donc, finalement, l'extérieur peut chercher à contredire Madagascar sur le fait que Madagascar ment. Et Madagascar, pour montrer sa bonne foi, sollicite des expertises, dont celle de l'Institut Pasteur et du deuxième cabinet que vous avez cité, pour prouver au monde que le nombre des malades qu'elle déclare n'est pas un nombre qu'on trouvait. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Koya. On poursuit les débats. Donc, on a une jeune experte qui nous a rejoint, Madame Karine Kouadio, qui nous a rejoint depuis Abidjan. Elle est donc juriste fiscaliste. Elle s'introduit avec une question que je m'en vais vous poser, Monsieur Koya. Alors, elle s'interroge aujourd'hui sur la pluralité des médicaments qui émergent en Afrique de l'Ouest. Alors, elle se dit, aujourd'hui, on a beaucoup de traitements, beaucoup de médicaments qui émergent en Afrique et pas seulement en Afrique de l'Ouest. Peut-on dire que l'Afrique a la capacité de faire front au virus Covid-19? Je vais répondre sous deux aspects. De façon factuelle, oui, l'Afrique répond bien. De façon factuelle aujourd'hui. L'Afrique répond bien parce que, voilà, au nombre de contaminés, je vous l'ai dit, en date du 12 mai, on avait près de 68 000 contaminés en Afrique. C'est déjà un chiffre qui est largement inférieur, par exemple, au nombre de contaminés en France, par exemple. Donc, pour tout le continent africain, c'est un chiffre qui est assez dérisoire. Et au nombre de morts, je vous disais que nous nous limitions en dessous des 2500. C'est un chiffre, certes, important, mais relativement donc au nombre de victimes que le Covid-19 a pu engendrer dans le monde, l'Afrique est largement et relativement épargnée par cette crise. Ça, c'est la première question, la première réponse factuelle de ce qu'on peut observer que je dis. Mais de ce qui est maintenant des capacités qu'a l'Afrique à pouvoir répondre à de telles pandémies, cela me laisse maintenant assez perplexe. Et j'espère peut-être au moment de donner donc nos solutions, nos recommandations, revenir sur ce point. Mais effectivement, par exemple, si nous nous basons sur des faits factuels, au fort de la crise du Covid-19 en Afrique, qui est une maladie qui s'attaque quand même aux capacités respiratoires, on ne comptait au Mali qu'un respirateur pour près de 20 millions d'habitants. En Côte d'Ivoire, on comptait environ 70 lits d'hôpitaux pour 25 respirateurs avec une population de 25 millions d'habitants. Donc, quand vous vous basez rien que sur ces chiffres, notre système sanitaire de manière globale, en dehors du Covid organique, n'est pas résilient. Il faut mener des recherches de sorte à ce qu'au sortir de cette crise, nous en ressortions beaucoup plus forts et que nous puissions mobiliser justement toutes les forces du pays, soit l'industrie pharmaceutique, les tradipatriciens et même le système de santé moderne pour créer un nouveau système de santé qui puisse non seulement répondre aux pandémies, mais aussi aux problèmes de santé existentiels qui s'opposent au quotidien aux populations en Afrique. C'est une urgence à laquelle les États africains et leurs populations doivent répondre de manière impérieuse. Merci beaucoup. Alors, on va tendre vers la fin de cet échange. On va peut-être partir sur la piste des solutions, des propositions. Avant de venir vers vous, Monsieur Koya, le temps de souffler un tout petit peu, je vais refaire le tour de nos experts. Pensez-vous aujourd'hui, Monsieur Kofi, que vous qui avez défendu la thèse de l'OMS, du moins contre toutes les critiques africaines qu'on a observées tout de même par rapport à cette position OMS, on a ressenti une forte remontée africaniste qui s'est manifestée. Même si chez certains, on a senti que cette remontée n'était pas forcément partagée. Alors, dites-moi aujourd'hui, comme conclusion, d'après vous, face à la situation qui prévaut, on a une pandémie à laquelle l'Afrique doit être confrontée et doit faire face. D'après vous, quelles seraient des pistes envisagées, en un mot, juste, s'il vous plaît, des pistes, des propositions, des solutions? D'accord. D'accord, je te remercie. Alors, comme je l'avais dit tout à l'heure, effectivement, les États africains, par le truchement de leurs différents ministères de la Santé, avaient justement participé au comité régional de l'OMS en 2000. Et il avait été il avait été adopté que toute pratique traditionnelle, tout médicament traditionnel devait être soumis justement aux instituts locaux
de recherche de pharmacopée et de pharmacologie pour vérifier l'efficacité de ces médicaments traditionnels, de toutes ces découvertes. Et je pense que l'artémisia avait fait, bon, c'est un médicament qui avait pour but de traiter le paludisme. Et je pense que cette question avait déjà été évoquée dans les années 2000, dans les années 2005, 2003, 2004 par là. Et jusque-là, on n'a pas encore prouvé l'efficacité de cette plante-là. Donc, pour ma part, ce qu'il y a lieu de faire, il faut déjà, avant de l'administrer, parce que j'ai vu récemment à la télévision, le président malgache qui brandissait le médicament dans une boîte, dans une bouteille, qu'il en buvait lui-même, et certaines personnes aussi en buvaient. Alors moi, pour ma part, ce qu'il y a lieu de faire, il faut déjà, d'accord, évaluer, analyser l'efficacité de ce médicament traditionnel avant de l'administrer, avant de le recommander à qui que ce soit. Parce qu'il y a effectivement certains États africains qui se sont rués sur ce remède-là. Et il faut déjà vérifier la véracité, l'efficacité de ce remède pour ensuite pouvoir l'administrer. Donc, ce que je peux dire, c'est que les États doivent, enfin, le président malgache doit justement soumettre, œuvrer de concert avec l'Organisation mondiale de la santé pour vérifier l'efficacité ou du moins le taux, enfin, déterminer si ce médicament pourrait être dangereux ou pas. C'est très important parce qu'on parle quand même de l'Organisation mondiale de la santé. Je ne suis pas partisan, mais il faut justement laisser la prépondérance à qui de droit pour déterminer si ou non il faut administrer ou pas. D'accord, merci beaucoup. Donc, d'après vous, aujourd'hui, il faut que Madagascar fasse valider le médicament par l'OMS. C'est important de respecter les procédures internationales. On va poursuivre avec M. Ajakon Jean-Paul. D'après vous, des pistes de solutions, des propositions, juste en une phrase, s'il vous plaît. Moi, je pense que récemment, il y a Dr Michael Ryan qui avait annoncé que nous serons obligés de vivre avec le virus, le COVID-19. Et donc, ça va devenir une maladie endémique et nous devons nous adapter à vivre avec cette maladie. Dans ce sens, moi, je pense qu'il est impérieux que les différents chefs d'État africains essaient de tout mettre en œuvre pour pouvoir trouver une solution à cette maladie et ne pas rester en marge et attendre tout de l'Organisation mondiale de la santé. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, le Covid organisme est remis en cause, mais la réalité est là, c'est qu'au Madagascar, on n'a enregistré aucun mort, aucun décès. Du coup, il est important de prendre en compte ce que le président malgache avance et de ne pas rejeter en bloc la solution apportée par Madagascar. D'accord, ok, merci beaucoup. Donc, on va poursuivre sur la piste des solutions et des propositions. Monsieur Kwadio, que pensez-vous de cette Afrique aujourd'hui? Quelle solution pour le Covid-19? Force est de constater qu'aujourd'hui, l'hécatombe qui avait été prédite par les médias de masse en Afrique n'a pas eu lieu. Voilà, c'est un fait. Mais face à cela, je pense que les pays africains ne doivent cependant pas dormir sous le laurier. Ils doivent tout de suite anticiper, mettre en place des programmes d'investissement massifs dans le domaine sanitaire pour justement anticiper sur les prochaines pandémies ou épidémies qui pourraient survenir. Voilà, donc là, je pense que c'est le moment pour l'Afrique de se réveiller et de ne pas attendre qu'il y ait une pandémie de masse pour justement chercher des moyens sans être préparés. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de pays africains qui ont compris cela et nous souhaitons, en tout cas nous la jeunesse, les encourager, les dirigeants africains les encourager dans ce sens et que derrière ces investissements se fassent très rapidement pour que l'Afrique, à travers non seulement sa médecine traditionnelle et moderne, puisse aussi proposer et s'ouvrir de plus en plus au monde afin d'être présent sur la scène internationale. Donc, voici un peu ce que j'avais à dire par rapport à cela. D'accord, une valorisation de la médecine traditionnelle africaine. Exactement, des investissements massifs dans des techniques modernes. L'Afrique a aussi ses experts, ses instituts de recherche, et il ne faudrait pas les négliger, il faut les prendre en compte, il faut investir massivement pour répondre aux enjeux futurs.
D'accord, merci beaucoup, Monsieur Quadio. Alors, une experte qui est en ligne avec nous et qui a eu quelques difficultés au niveau de son micro. On espère la voir directement la prochaine fois. Alors, Monsieur Koya, pour terminer sur la piste des solutions suite à votre analyse, très pertinente d'ailleurs aujourd'hui, on a pu en savoir un peu plus sur les procédés de conception, de réalisation, sur la thèse de Madagascar, et aujourd'hui, vous nous avez ouvert des pistes de réflexion sur les positions mitigées dans les débats africains sur le traitement de Madagascar. Alors, Madame Karine Kwaku a une dernière question. Alors, elle se demande, d'après les informations du président Rajolina, le silence autour des médicaments complémentaires est simplement lié au souci de breveter avant la diffusion à l'étranger le traitement. Alors, que dites-vous de cette question? Et ensuite, on aimerait bien que vous enchaîniez également sur les pistes de solutions d'un point de vue politique, d'un point de vue géopolitique également concernant l'Afrique. Je vous passe la parole, Monsieur Koya. Je vous remercie, Chamberlain. La première question posée par Madame Karine pose la question de qui est compétent pour fabriquer ou pour reconnaître un médicament sur la scène internationale. Répondre à cette question revient donc à analyser non seulement la question des autorités de réglementation pharmaceutique dans les pays, de les distinguer des fabricants de médicaments et de les distinguer des États eux-mêmes. Donc, l'organigramme qui est fait selon l'OMS et avec l'accord de tous les pays, c'est que l'OMS n'a ni le droit de fabriquer un médicament, ce n'est pas à eux de le faire, ils n'ont ni le droit d'interdire un médicament, ils n'ont pas non plus la capacité d'accorder une autorisation, ce qu'on appelle de mise sur le marché. Comment ça se passe? C'est-à-dire que ceux qui fabriquent les médicaments, ce sont des sociétés privées, des laboratoires ou des sociétés étatiques qu'on appelle des fabricants. Quand ils fabriquent, ils sont obligés de se soumettre à certaines règles qui sont éditées par des organismes nationaux qui sont souverains, qu'on appelle des agences de régulation ou de réglementation pharmaceutique. Et ces autorités-là sont tout à fait souveraines. Elles sont souveraines, elles sont rattachées au ministère de la Santé des États. Ce sont eux qui ont le droit de contrôler les bonnes pratiques de fabrication du médicament. Ce sont elles aussi qui ont le droit de décerner ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché. Mais elles doivent le donner suivant les règles et les conventions internationales. Et toutes les fois qu'un pays a une autorité de réglementation pharmaceutique, ça veut dire que ce pays a reconnu les normes internationales. Et c'est ce qui se passe. En Côte d'Ivoire, on a l'agence de réglementation, réglementation pharmaceutique, l'agence ivoirienne de réglementation pharmaceutique. À Madagascar, on a une agence qui s'appelle l'agence du médicament malgache, c'est l'ARP. Donc, ce n'est pas à l'OMS de le faire. L'OMS pilote. Elle veille, sa définition, c'est l'organisation qui veille à la santé mentale, physique et sociale de l'individu. Ce qui signifie qu'elle doit aider les États qui ont, eux, la responsabilité première de parvenir à garantir la santé de leur population. Donc, cela ne revient pas à l'OMS. Toutefois, l'OMS peut apporter son aval à ce qui se fait. Parce que, étant une organisation internationale, si elle ne valide pas l'un de vos médicaments, ça ne vous empêche pas de vendre. Tant qu'un pays étranger accepte d'importer votre médicament sera vendu. Mais ça sera très mal vu par d'autres pays d'accepter un médicament qui vient de vous si l'OMS n'a pas donné son aval. C'est en cela que l'OMS peut vraiment influencer. Donc, c'était une précision que je voulais apporter et qui semblait efficace, qui semblait pertinente. Sur l'efficacité, je répète, à M. Jean, qui a parlé tout à l'heure du respect de l'OMS, le président malgache a dit qu'il a respecté les conventions de l'OMS. Il n'a même pas dit qu'il a fait ses conventions à lui, mais il a dit qu'il a respecté les conventions de l'OMS. Et donc, pour savoir qui dit vrai ou qui dit faux, il faut se fixer toujours sur la distinction entre médicaments traditionnels et médicaments modernes ou médicaments conventionnels. Si le Covid Organix est un médicament traditionnel, je dis si parce que je ne connais pas au jour d'aujourd'hui je ne connais pas aujourd'hui la composition exacte du Covid Organix. Je sais qu'il est composé d'artémisia à 62% et je sais qu'il est composé d'autres plantes. Donc, si le Covid Organix est un médicament traditionnel, Madagascar aura respecté, d'après les informations fournies par les autorités, toutes les règles de vérification de la non-toxicité et de l'efficacité. Pourquoi? Parce qu'ils ont testé sur des rats, ils ont testé sur des êtres humains aujourd'hui dans des hôpitaux
Et jusque-là, tous les guéris qu'on a obtenus, les personnes guéries qui ont été obtenues à Madagascar, ont utilisé exclusivement, d'après les autorités malgaches, du Covid Organics. Alors que pour vérifier l'efficacité d'un médicament, on vérifie est-ce que ce médicament a impacté positivement sur le rétablissement et sur la guérison effective. Si l'administration du Covid Organics a permis la guérison, alors il est efficace. Le vrai problème qui se pose, c'est la mise en doute des paroles des autorités malgaches. Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont fiables? Sinon, si les paroles des autorités malgaches sont fiables, alors elles ont respecté le processus de vérification d'innocuité et d'efficacité du remède traditionnel qu'est le Covid Organics. Si ce Covid Organics d'aventure se révèle être un médicament chimiquement modifié, alors en ce moment, oui, les règles conventionnelles pour un médicament modèle n'auraient pas été totalement respectées. Voilà comment on peut juger cette affaire au regard de la question qui a été posée par Madame. Maintenant, je reviens aux enjeux. Avant d'arriver aux solutions, il faut comprendre aussi que, au-delà donc de cette discussion pharmaceutique et scientifique, il y a aussi de grands enjeux. Il faut savoir que Madagascar est un pays instable depuis 1972 et la paix et la stabilité politique de ce pays reposent sur la paix des tribus qui l'habitent, des 18 tribus. Aucun président, depuis le premier président malgache, Philibert Tsiranana, n'avait réussi à garantir la paix et la stabilité politique dans ce pays, qui a été justement mouvementé par une alternance destitution de président, coup d'État, transition militaire. Donc, Andry Rajoelina, aujourd'hui, il est un Mérina, c'est une grande ethnie Madagascar. Son principal opposant, Mak Ravalomanan, est un Mérina. Ils sont tous de la région d'Antananarivo. Mais il faut savoir que les tribus, depuis 2002, la guerre qu'il y a eu entre Mak Ravalomanan et Didier Ratsiraka, a créé encore et a intensifié la haine des tribus. Mais à travers le Covid Organics, Andry Rajoelina, il a compris cela. Il se focalise sur le Covid Organics pour recréer un certain lien national et une fierté à Madagascar. C'est là aussi l'un des enjeux politiques et il réussit à prendre une avance politique forte sur ses opposants parce qu'il apparaît aujourd'hui comme un sauveur, comme la voix de l'Afrique parmi les autres voix traditionnellement entendues qui étaient celles de l'Occident. Ça, c'est l'un des enjeux politiques intérieurs à Madagascar. Il y a des enjeux socio-économiques. Madagascar est un PMA, c'est-à-dire un pays moins avancé. Madagascar est un PPTE, pays pauvre très endetté. Madagascar a un taux de pauvreté proche de 74% de la population et Madagascar a une population 70% agricole. Donc, c'est un pays, si jamais le Covid Organics est bien commercé à l'échelle internationale, c'est une masse de devises financières importante pour le pays, qui risque même de sortir grâce au Covid de la pauvreté parce que tous les pays attendent le remède miracle. C'est un enjeu économique pour l'État. Pour le fabricant Limra, il va se développer de manière phénoménale avec une grande réputation dans le monde si ce Covid réussit à être vendu sur toute l'étendue du monde, de la planète. Et pour les populations 70% agricoles, aujourd'hui, la vanille, c'est le principal produit d'exportation à Madagascar. Mais l'artémisia et toutes les plantes naturelles seraient susceptibles de devenir aussi l'un des moyens d'entrée de devises étrangères et de rehaussement du revenu des populations agricoles malgaches. Donc, les enjeux socio-économiques sont très importants. Et enfin, j'arrive sur les enjeux géopolitiques. Madagascar, comme je le dis, étant un pays pauvre, veut dire au reste du monde qu'en dépit de l'argent, en dépit donc des moyens financiers, techniques, technologiques que nous n'avons pas, nous sommes capables de produire un médicament à donner au reste du monde. Et c'est dans cet état d'esprit que lors de la visioconférence qu'il y a eu entre les présidents africains et Andry Rajoelina, le président Ibeka du Mali a même dit que grâce au Covid Organics, l'Afrique serait susceptible de devenir qui était le berceau de l'humanité, peut redevenir le berceau de la renaissance africaine. Et donc, Madagascar étant un pays africain, l'Afrique aussi commence à se revendiquer et a dit, nous les anciens esclavagisés, nous les anciens colonisés, nous les anciens sous-estimés, nous sommes capables de produire avec une forte valeur ajoutée, de nourrir et de guérir le monde. Voilà l'un des enjeux géopolitiques. Au regard aussi de la situation politique, économique et même sur l'échéance des débats politiques que vous venez d'évoquer et sur la culturalité, la culture, l'appartenance ethnique du président, les enjeux avec l'opposition, le positionnement du Covid Organics en interne dans Madagascar, c'est un élément important que sur lequel vous venez de nous faire une présentation.
On va poursuivre sur les pistes de solutions avec Madame Karine Kouakou qui finalement a pu nous rejoindre. La régie nous informe que son micro, il est déjà opérationnel. Donc, Madame Karine Kouakou, bienvenue. On va vous passer la parole des pistes de solutions sur le débat en cours. Comment voyez-vous la situation pour l'Afrique? Ok, merci Chandali. Je voudrais dire qu'il ne faudrait pas négliger toute proposition de remède. Voilà. Et vu que pour l'instant, il n'y a pas de remède de manière définitive en tant que tel, il faille que chacun de nous puisse respecter les mesures d'hygiène au quotidien surtout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Respecter les mesures d'hygiène, continuer à poursuivre la recherche sur le traitement du Covid-19 en Afrique. Donc, je vais donner également la parole à M. Ajakon pour des éléments complémentaires sur les solutions envisagées. Moi, je voudrais dire qu'il y a 3 constats qu'il faut prendre en compte. C'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a enregistré aucun décès sur l'île, en dépit des 200 cas de contamination. Il y a aussi le fait que l'Organisation mondiale de la santé a reconnu l'artémisia comme un traitement possible contre le Covid-19. Et enfin, nous sommes en période de guerre, vu qu'aujourd'hui, tous les pays sont dans une logique de trouver une solution à cette crise sanitaire. Et étant donné qu'aucune solution n'est encore trouvée, et en période de guerre, tous les moyens sont bons pour vaincre l'ennemi. Donc, je pense qu'on ne doit pas négliger un peu la solution que propose Madagascar. Il appartient maintenant aux dirigeants des pays africains, en l'occurrence l'UA, de mettre en place une plateforme où les moyens pour procéder à des analyses poussées sur la solution que propose la présidente malgache, afin que l'Afrique puisse donner sa voix dans cette lutte contre le coronavirus. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, Monsieur Koya, notre principal intervenant de ce jour, nous allons revenir vers vous sur les pistes de solutions. Tout à l'heure, vous avez déploré qu'au moment de cette crise, l'Afrique était complètement en manque d'équipement médical au Mali, au Sénégal, au Cameroun. En Côte d'Ivoire, on a constaté qu'il n'y avait pas de respiratoire. Donc, c'était déjà un problème majeur dans la gestion de la crise, dans l'anticipation de la gestion des phénomènes sanitaires ou des problèmes sanitaires en Afrique. D'après vous, d'après votre analyse, finalement, quelles sont les solutions envisageables? Quelles propositions faut-il, comme dit M. Ajakon, converger vers une proposition Union africaine? Faut-il rester sur des positions nationales africaines? Donc, on a l'émergence de tous ces traitements généralement naturels africains pour faire face à la guerre, pour prendre ici les mots du président Macron. Faut-il, aujourd'hui, converger vers la diffusion du Covid organique? D'après vous, que faut-il faire? Ok. Je vais d'abord commencer par conclure l'objet donc de notre débat aujourd'hui, avant de formuler donc ces propositions. Je vais abonder dans le sens de M. Ajakon en disant que jusqu'aujourd'hui, le Covid organique n'a pas fait de victimes, donc de morts, d'une part. D'autre part, il n'y a pas eu de mort à Madagascar tout court, ce qui signifie que le Covid organique a dû soigner des gens. Donc, on peut accorder au Covid organique ce bénéfice du doute et donc la constatation aussi de son efficacité relative à Madagascar. Voilà. Cependant, il faut bien avoir à l'esprit que ni l'Union africaine ni l'OMS ne peuvent empêcher un médicament de circuler. Le vrai problème, ce sont les autorités de réglementation nationale de tous les pays du monde. Chaque pays a une autorité de réglementation nationale pharmaceutique. Si la France et son autorité, qui est seule habilitée à importer un médicament, à l'accepter sur son territoire, refuse,
le Covid, en dépit de tout ce qu'il peut présenter de meilleur et de bon, ne sera jamais commercialisé en France. Si c'est le cas aux États-Unis où l'agence du médicament refuse le Covid Organics, ni l'OMS ni personne ne pourra intervenir. Donc, il faut bien comprendre que la question de la commercialisation et la reconnaissance du Covid Organics se joue aussi entre les États. Et nous devons demander donc à l'OMS, effectivement, d'appuyer Madagascar avec des avis favorables pour que les États et leurs autorités de réglementation pharmaceutique puissent accepter ce médicament et qu'en retour, Madagascar puisse toujours se mettre à disposition donc, des pays mondiaux pour éviter la guerre, mais pour surtout avoir à l'esprit que le Covid Organics est un bien que nous devons propulser au-delà des frontières malgaches et africaines. Cela doit être notre objectif aujourd'hui. Et quel rôle que l'Afrique peut jouer? En Afrique, nous sommes beaucoup plus discoureurs que des gens qui posent des actions. Aujourd'hui, il y a un défi qui se pose. En principe, un médicament est commercialisé et promu par son fabricant. Mais vu que le Covid Organics est un bien national malgache et africain par-delà, et que nous sommes à une période cruciale de Covid-19, on peut dire que c'est une affaire continentale. Donc, on peut parler de l'Union africaine, une affaire sous-régionale de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a des spécialistes comme le docteur Louisa Dologele, qui est une spécialiste de l'artémisia d'avant la crise, qui avait estimé, par exemple, qu'il faut des financements de l'ordre de 2 millions à 5 millions d'euros pour impulser une recherche africaine sur les vertus thérapeutiques, non seulement de l'artémisia, mais aussi de toutes les autres plantes africaines qui permettraient justement d'avoir une pharmacopée africaine efficace. 2 à 5 millions d'euros, ce sont des sommes dérisoires quand on prend en compte les 8 milliards d'euros qui sont qui sont collectés aujourd'hui en Europe pour soutenir les fabricants et la recherche pour un vaccin. Cela veut dire qu'au lieu de parler, on a des sommes dérisoires que nous devons nous mobiliser pour avoir aujourd'hui et soutenir non seulement Madagascar, mais aussi tous les instituts africains de recherche en remèdes traditionnels. En plus de cet apport financier, il faut penser aussi à l'expertise. Tous les pays ne sont pas peut-être susceptibles de donner de l'argent, mais il faut mettre le laboratoire, les experts et tout ce qui est moins technique, technologique, au moins de l'IMRA, non seulement de Madagascar, mais aussi de tous les laboratoires africains aujourd'hui qui sont en train de lutter en termes de recherche. Ça, c'est sur le Covid Organics et ce sont les recommandations que je fais. Maintenant, je fais des recommandations globales pour un système de santé africain plus résilient et plus adapté aux réalités africaines. Parce qu'après le Covid Organics, il y a une autre vie. Avant le Covid Organics, il y avait une autre vie. Et nous n'avons pas toujours pris nos responsabilités. Ce que je veux dire, c'est que le système de santé est aujourd'hui exsangue en Afrique. Il est obsolète. Et on peut très bien concilier médecine moderne et médecine traditionnelle. Il faut que les gens arrêtent, pour des questions politiques, d'opposer ces deux. Si les Africains veulent concilier médecine moderne et médecine traditionnelle, on en a les moyens. À nous de définir une meilleure manière d'y arriver. Je donne quelques pistes, par exemple. Je parle d'abord de l'indisponibilité du personnel soignant en Afrique. C'est un fait. Il y a des chiffres. On compte, l'OMS demande par exemple qu'il y ait 23 médecins, sages-femmes et infirmiers pour une population de 10 000 habitants. Ce chiffre n'est pas respecté en Afrique. On a des pays comme la Côte d'Ivoire qui ont 6 médecins, donc ils n'atteignent pas le nombre de 23 médecins pour 10 000, qui ont 6 médecins pour 23 000 habitants. Donc on est largement en deçà. Madagascar a 5 médecins pour 10 000 habitants. Et je peux en citer encore, il n'y a que le Nigeria, en Afrique subsaharienne, qui a 20 médecins pour 10 000 habitants. Il n'atteint même pas les 23 médecins recommandés. Donc, on a déjà ces problèmes. On a aussi la question des respirateurs et des lits dont j'ai parlé. Ce ne sont que des épiphénomènes. Cela pose la question en réalité de l'infrastructure globale sanitaire en Afrique. Et enfin, la question de la formation. On peut avoir le matériel, on peut avoir les infrastructures, on peut ne pas être bien formé. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut s'appuyer sur la médecine moderne, alors il faut former bien les médecins, les sages-femmes, les infirmiers. Si on veut une conciliation des deux méthodes pharmaceutiques, il faut bien former les tradipraticiens, leur offrir un cadre tangible et formel dans lequel ils peuvent être utiles. Et donc ça, c'est sur le système de santé global. Et j'ai aussi une idée sur la production pharmaceutique en Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut appuyer les petits laboratoires, les petits guérisseurs traditionnels ou praticiens, comme on les appelle en Afrique. Il faut les soutenir. Il y a aussi des laboratoires privés africains, un peu comme l'IMRA, ou des laboratoires publics qui existent depuis toujours, qui peuvent fabriquer ce qu'on appelle les médicaments génériques. Et je vais terminer sur ça. Les médicaments génériques qui relèvent des médicaments modernes, comme on va dire. Donc, en réalité, les médicaments génériques, ce sont les médicaments que tous les pays peuvent fabriquer lorsque le brevet des fabricants originels a expiré. Donc, généralement,
Novartis, Pfizer ou je ne sais pas quel autre laboratoire peut inventer un médicament, mais soit après 15 ans ou 20 ans, lorsque son brevet expire, tous les autres fabricants peuvent utiliser cette recette pour fabriquer des médicaments. Aujourd'hui, on importe des médicaments, beaucoup de médicaments. Il faut encourager des investissements locaux en Afrique. Il faut encourager les laboratoires privés locaux qui sont déjà là pour qu'ils puissent fabriquer des médicaments génériques sur la base donc de l'expiration de ces brevets-là, pour que l'aspirine, la nivaquine, tous les médicaments essentiels que nous exportons, que nous importons aujourd'hui, puissent être produits localement. Donc voilà autant de pistes que nous aurions pu proposer et que vous pourriez consulter dans le document, dans le mensuel de l'Afrique en devenir, que nous allons publier à la fin de ce mois. Merci beaucoup, Monsieur Koya. Alors, très rapidement, en un seul mot, Monsieur Quadio, une petite piste de solution également? Exactement, moi je veux rebondir dans le même élan que mon prédécesseur, le docteur Koya, en disant tout simplement qu'aujourd'hui, le constat il est clair, à Madagascar, il n'y a pas de mort. Donc ça veut dire que quelque part, on peut accorder effectivement le bénéfice du doute au Covid organique. Nous savons que 2/3 de cette solution est produite, est constituée pardon, de l'artémisia. Alors, il y a une question qui ressort. Pourquoi ne pas mettre en place une organisation africaine de santé et travailler sur les 1/3 qui restent avec Madagascar, d'autant plus que les 2/3, on le connaît, c'est l'artémisia, qui est une solution qui a été aussi validée par l'OMS dans certains cas de traitement de certaines maladies, à savoir le paludisme et autres, même si il est clair que l'artémisia ne répond pas à 100% à éradiquer le paludisme, mais on peut lui accorder 2/3 de son efficacité. D'accord? Donc, la question qui se pose, et je pense que c'est une brèche qui est ouverte là aujourd'hui pour tous les présidents et les dirigeants africains, d'ailleurs, de réunir effectivement leurs efforts autour de cette avancée majeure présentée par Madagascar, d'autant plus qu'il n'y a pas de mort sur son territoire face à ce Covid-19 qui continue effectivement de faire des ravages. Voilà. Donc, mettre en place une organisation africaine de santé, ce n'est pas exclu, ce n'est pas quelque chose de dramatique, c'est largement possible. Travailler autour de ce qui est déjà là, de ce qui marche. Les 1/3 qui composent le Covid organique, qui est aujourd'hui une muette, qui est réservée à l'IMRA, ce qui est tout à fait compréhensible. Je pense que Madagascar gagnerait aussi à intégrer les chercheurs, les instituts de recherche des autres pays africains, d'accord, et révéler cette substance qui compose les 1/3 du Covid organique, afin effectivement d'approfondir les recherches et développer la solution miracle qui pourra aujourd'hui convaincre définitivement l'OMS et qui sera plébiscitée dans tout le monde entier et démocratisée et vendue, commercialisée partout dans le monde entier. Et je pense qu'en faisant cela, cela permettrait d'éradiquer très rapidement le coronavirus, d'où également la Covid-19. Voici un peu la proposition, cette tentative de solution que je propose. Merci beaucoup, Monsieur Quadio. Alors, pour terminer sur les solutions, vous l'aurez compris, nous arrivons à la fin de cette conférence en ligne, de ce débat Afrique en devenir qui a réuni aujourd'hui des jeunes experts africains sur une question importante d'actualité et qui malheureusement n'a pas encore permis d'aboutir à des solutions validées d'un point de vue international. Alors, nous vous invitons à rester sur notre chaîne, abonnez-vous. Dans 15 jours, le prochain débat Afrique en devenir. Merci beaucoup. Bonne journée.